Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Gaspard confronte son père au parloir et Samuel retombe dans la drogue. Quant à la famille Diallo, elle est sur le point de quitter cette. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 août dans Demain nous appartient. Gaspard confronte son père. L'ambiance n'est pas au beau fixe chez les couturiers. Juliette a découvert sous le lit de son fils un masque de clown étrangement similaire à celui du braqueur qui sévit à 7. Alors, elle le confronte sans attendre lorsqu'il rentre de la boulangerie. Rapidement, elle comprend face à son silence qu'il s'agit bien du malfaiteur qui terrorise la ville ces derniers jours et qu'il a bel et bien tiré sur Tristan. Mais Gaspard lui promet qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser son oncle et que le tir est malheureusement parti tout seul. Puis, le jeune homme explique qu'il a fait tout cela car il avait besoin d'argent pour partir loin d'elle. En effet, il ne supporte plus de vivre avec sa mère qui lui impose ses décisions, où et comment il doit vivre et s'il a le droit ou non de voir son père au parloir. Le jeune homme la supplie de ne rien dire à Tristan mais sa mère veut d'abord savoir ce qu'il a fait de l'arme et de la motocross. Pendant ce temps, Martin et Sarah rencontrent un plaisancier qui a porté plainte pour le vol d'un Zodiac normalement situé au pied du phare de Sète. D'ailleurs, il leur indique avoir vu un homme à moto traîner sur le ponton les jours qui ont précédé le vol. Lorsque les policiers lui montrent la photo de l'engin utilisé par le braqueur, le plaisancier la reconnaît tout de suite. S'il n'a pas vu son visage, il décrit la personne comme étant mince, voire maigre, et portant un jogging et un t-shirt. Selon lui, il s'agissait d'un jeune homme. De leur côté, Gaspard montre à sa mère la motocross qu'il a cachée dans les rochers. Toutefois, lorsqu'elle lui demande ce qu'il a fait de l'arme après le braquage, son fils lui ment et prétend l'avoir jetée dans l'eau. Alors, Juliette estime qu'ils doivent se débarrasser de la motocross pour éviter que la police ne remonte jusqu'à lui. Elle accepte alors de l'aider, mais ne cautionne pas pour autant les actes qu'il a commis. Puis, son fils lui promet que cela ne se reproduira plus et qu'il ira dans l'école de son choix si elle accepte de le laisser voir son père au parloir. L'enquête se poursuit au commissariat. Les policiers ont signalé le vol du Zodiac à toutes les capitaineries sur plus de 20 km du littoral ainsi qu'aux gardes-côtes. De son côté, Georges est persuadé que le braqueur va tenter de faire le plein d'essence du bateau pour s'enfuir de Sète. D'ailleurs, il essaie de vérifier son hypothèse et a demandé toutes les images de vidéosurveillance des stations-service des alentours. Alors, le commandant lui demande de se concentrer sur celle de Sète et Frontignan, soit une douzaine de stations. Un peu plus tard, Tristan culpabilise encore d'avoir accusé Gaspard de lui avoir tiré dessus. Alors, il aimerait arranger les choses en faisant une activité avec son neveu cet après-midi mais Juliette lui annonce que ce ne sera pas possible. En effet, elle a fait une demande de parloir en urgence pour que son fils puisse une fois pour toutes voir son père et tourner la page. En parallèle, une patrouille de police a retrouvé la motocross totalement brûlée du braqueur dans une décharge sauvage. L'heure de la confrontation a sonné. Au parloir, Sacha est ravi de voir Juliette et Gaspard. D'ailleurs, il leur avoue que cela lui donne de l'espoir puisqu'à ses yeux, il reste une famille. Toutefois, Juliette ne partage pas du tout son avis et estime que leur famille est morte le jour où il a tenté de les assassiner.
D'ailleurs, elle lui balance toutes les lettres qu'il lui a envoyées jusqu'à présent, qu'elle n'a bien entendu jamais ouvertes. De son côté, Sacha tente de la persuader qu'il a changé et de lui expliquer qu'il était malade à l'époque. Puis soudainement, Gaspard empoigne son père au niveau du col et lui hurle qu'il n'est plus rien pour lui et qu'il voudrait qu'il meure. Peu après, le codétenu de Sacha le taquine en découvrant le contenu des lettres qu'il envoyait à sa femme. Mais son petit manège est loin de plaire au criminel qui le somme d'arrêter. Toutefois, son camarade continue son numéro et laisse sous-entendre que Juliette a probablement déjà refait sa vie avec un autre. Alors, Sacha entre dans une colère noire et menace de le tuer si jamais il s'avise de toucher une nouvelle fois à ses affaires. Samuel retombe dans la drogue et de bon matin, Victoire apprend qu'Anne-Marie a préparé des lasagnes qu'elle a laissées au congélateur avant de partir. Cependant, la jeune femme a déjà réservé pour ce soir une table en terrasse dans un restaurant italien que Samuel adore. Il faut dire que depuis les récents événements, la médecin est aux petits soins. De plus, elle sait qu'il a ressenti une sorte d'apaisement pendant sa noyade, ce qui l'inquiète beaucoup. Il lui affirme alors qu'il n'a pas des idées suicidaires et qu'il ne lui en voudra jamais de lui avoir sauvé la vie. Toutefois, sa petite amie lui conseille tout de même d'en parler avec un professionnel. Un peu plus tard, Samuel arrive de très bonne humeur à l'hôpital et surprend William avec des viennoiseries. À partir de maintenant, le gynécologue a décidé de prendre la vie du bon côté. Dans la journée, Victoire a préparé un pot de retour à Samuel, ce qui le touche beaucoup. Toutefois, le médecin semble replonger dans ses vieux démons. En effet, il vole un flacon de codéine dans un placard à médicaments normalement fermé à clé lorsqu'il est surpris par Benjamin. Il tente alors de le persuader qu'il venait chercher des cathéters, mais ce dernier n'est pas dupe. La famille Diallo sur le départ. L'enfant Diallo se prépare à quitter Sète. Ils s'apprêtent à déménager à Dole, chez la sœur de leur père. Lilian, Jaya et Anodji font leur carton puisque les déménageurs viennent récupérer leurs affaires dans 2 jours. D'ailleurs, le jeune homme a pris le soin de trier les affaires de leur père, ce qui touche beaucoup ses sœurs qui n'ont pas eu la force de le faire. De son côté, Anodji ne souhaite pas quitter Sète, surtout pour aller vivre chez une personne de sa famille qu'elle connaît à peine. Alors, Lilian essaie de lui faire comprendre qu'ils n'ont malheureusement pas le choix, sinon Jaya et elle seront placées en famille d'accueil. Mais sa sœur n'est pas de son avis, puisqu'il aurait pu devenir leur tuteur légal étant déjà majeur. Cependant, son frère ne peut pas se le permettre car il n'a pas d'argent de côté ou de travail. Un peu plus tard, Anodji tente le tout pour le tout et demande à Noor si elle ne pourrait pas l'accueillir chez elle. Malheureusement, la jeune femme ne peut pas l'aider puisqu'elle est encore mineure. Pour le moment, elle n'est légalement pas en mesure de choisir l'endroit où elle va vivre. À l'hôpital, Marianne demande à Noor de vider le casier de Cédric puisqu'il a déjà été réattribué. Tout de suite, la jeune femme accepte de le faire puisqu'elle n'imagine pas quelqu'un d'autre remettre les affaires de l'infirmier à ses enfants. Cependant, lorsqu'elle commence à tout retirer, elle tombe sur des photos qu'ils avaient prises ensemble dans un photomaton. Elle n'arrive pas à retenir ses larmes et décide de les garder.
Pendant ce temps, Nathan se sent coupable de ne pas avoir été présent pour sa petite amie à l'enterrement de son père. De son côté, NJ estime que c'était pour le mieux puisqu'ils ont pu rester en famille. Puis, la jeune femme finit par lui annoncer qu'elle déménage finalement dans quelques jours chez sa tante. Le jeune homme lui affirme alors qu'il viendra très souvent lui rendre visite. En fin de journée, Nathan rend à Mona le livre qu'elle lui avait prêté pour organiser un week-end en Bretagne. Le jeune homme voulait préparer une escapade surprise à sa petite amie, mais il n'a finalement pas l'argent nécessaire. Il lui confie d'ailleurs ne toujours pas réaliser qu'ils ne se verront plus tous les jours. Mais Mona est très optimiste puisqu'ils ne sont pas si loin l'un de l'autre et qu'ils peuvent toujours s'appeler quand ils le veulent. Puis, elle lui conseille d'être présent pour sa petite amie qui traverse une période difficile. Nathan semble alors avoir une petite idée derrière la tête.